5 sur 7 matin, bienvenue dans le débat, bienvenue dans le forum de discussion. Le Parlement renforce l'arsenal juridique en matière d'orientation agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le nouveau texte voté donne la possibilité à l'État de prendre des mesures fiscales et parafiscales incitatives en vue de promouvoir un secteur agricole moderne et compétitif avec une fiscalité particulière aux entreprises agricoles et agroalimentaires aux besoins. Avec mes invités, on parle de ce nouvel appareillage juridique dont se dote le Bénin. C'est tout de suite. Et puis, vous le savez, manger à sa faim n'est plus un souci pour les apprenants. Dans les écoles publiques béninoises, le gouvernement a mis en place le programme des cantines scolaires qui fait école partout en Afrique, des repas chauds offerts gracieusement à des apprenants bien souvent indigents. Et justement, les efforts du gouvernement dans ce sens ne sont pas passés inaperçus aux yeux du programme alimentaire mondial. À Rome, les membres de l'agence onusienne ont désigné le Bénin champion mondial du programme d'alimentation scolaire, une distinction honorifique remise aux mains de la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata Zimeyerima, mandatée par le chef de l'État, Patrice Talon. On décrypte cette reconnaissance mondiale qui fait du Bénin un exemple formel de la lutte contre la faim et la déscolarisation. En plateau avec moi pour évoquer, parler, décortiquer toutes ces actualités, deux invités triés sur le volet, deux techniciens, deux technocrates. Ernest Komlan-Petro, il est le secrétaire permanent de la plateforme des acteurs de la société civile. Il est producteur, expert en gouvernance économique et politique agricole. Bonjour et bienvenue. Bonjour mon cher ami. Comment allez-vous? Je vais bien, je rends grâce. Un plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Le plaisir partagé. Et puis, monsieur Kodjo Bernardin Toto, il est ingénieur agronome, secrétaire permanent de la plateforme des organisations paysannes. Bonjour, monsieur Toto. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je rends grâce à Dieu. C'est un bonheur de vous retrouver aussi, de vous avoir sur ce plateau. Merci. Pour décortiquer deux sujets d'intérêt, bien évidemment. Merci. Alors, monsieur Ernest Komlan-Petro, dites-nous pourquoi une loi d'orientation agricole? Très bien. Merci beaucoup pour les questions donc, de développement que faut nous associer à l'analyse. La loi, pourquoi la loi d'orientation agricole? Une loi, c'est pour cadrer les choses. Et donc, pour cadrer le secteur agricole. C'est pour régler les problèmes fondamentaux du secteur agricole. C'est pour mettre les jalons du développement durable du secteur agricole. Et à ce titre, nous avons d'abord remercié le président Talon. Remercier le ministre Dossoui qui a compris et qu'il faut aller là. Et enfin, remercier les honorables députés à leur tête, le président de l'Assemblée. L'histoire va retenir que c'est ce Parlement qui nous a donné cet outil de développement du secteur agricole. Et donc, lorsque nous avons cet outil, ça va régler définitivement donc, les problèmes que nous avons actuellement au niveau donc, du secteur agricole. Et plus ça veut dire que lorsque cet outil est là, il n'y aura pas un gouvernement qui va sauter les choses de fil. Non, ça ne peut plus être sauté comme ça. Pour sauter les fondamentaux, il faut faire recours à la loi. Donc, les bornes ont été fixées, la ligne, le couloir de développement du secteur agricole a été définitivement tracé et ce couloir va nous donner plus de chances et plus de visibilité et de donner le repas à la population et donc régler les fondamentaux du secteur agricole. D'accord. Alors, monsieur Toto, dites-nous, est-ce qu'on avait forcément besoin d'une loi pour cadrer les choses? Merci, monsieur le journaliste. Non, je pense que c'est indispensable. C'est indispensable parce que quand vous regardez un peu le secteur agricole depuis un certain nombre d'années, vous avez sûrement entendu parler de CADER, après vous avez entendu parler de CEPA, après vous avez entendu parler à nouveau de CADER. Depuis 2016, on a remis un peu tout ça là, et on a rangé un peu pour dire nous voulons plutôt des développements liés à des territoires. On a mis des agences de développement, des territoires de développement agricole, des ATDA. On a mis les DDAEP pour jouer le rôle régalien de l'État par rapport à tout ça. On a fait des changements. Mais pour que tout soit durable,
Et quand on a fait ces changements, vous avez vu les résultats que ceci a commencé par nous apporter, déjà au niveau du secteur agricole. On est champion dans la production cotonnière. Pour certaines productions céréalières, on a pratiquement atteint l'autosuffisance au Bénin. Donc, c'est performant. Mais si on ne met pas les balises, ça veut dire que n'importe qui peut venir remettre peut-être en cause tout cet effort et dire, bon, on va peut-être revenir encore à ses pas ou autre. Les acteurs ont vu qu'il faut quand même des dispositifs qui balisent un peu notre secteur. Surtout que c'est le secteur qui permet aux Béninois de manger matin, midi et soir. On ne doit pas s'amuser avec. Et quelles sont, selon vous, les innovations de la loi? Oui, la loi apporte assez d'innovations. D'abord, elle renforce ce qui est déjà là, ce qui est en cours. Et tout ce que je viens de dire, que nous avons pris comme mesure ces dernières années, ont été renforcés dans la loi. Mais la loi a regardé un peu tout ce qui est lié à l'approvisionnement des acteurs en intrants de production, donc en facteurs de production. La loi a regardé comment appuyer les acteurs pour qu'ils puissent produire mais de qualité pour pouvoir nourrir la population. La loi a regardé comment est-ce qu'il faut valoriser nos produits. La loi a regardé également comment est-ce qu'il faut mettre nos produits sur le marché. Et surtout, dans cette loi, la priorité est donnée pour tout ce qui est achat institutionnel aux produits locaux. Donc c'est quand même des avancées que la loi essaie donc de régler. Mais comme je l'ai dit, c'est des balises. Une loi, c'est de poser des jalons, des balises, de tracer un couloir, comme l'a dit Pedro, dans lequel on doit pouvoir avancer. Très bien. Alors, selon la loi donc, numéro 2022-14 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin, l'État pourra, je cite, définir un régime fiscal applicable à la propriété foncière agricole, à mettre en place donc des mesures fiscales et parafiscales incitatives en vue de promouvoir un secteur agricole moderne et compétitif avec une fiscalité particulière aux entreprises agricoles et agroalimentaires aux besoins. Fait une citation. Qu'est-ce que cela voudra dire? Très bien. Vous savez tout ce que vous avez dit là. Lorsque vous prenez les différents rapports biennales, le procès que on fait, c'est que nous avons des insuffisances sur tout ce que vous avez dit. Et nous avons résumé ça au format donc des 3 F. Je suis passé sur votre plateau pour le dire. Facteur de production, il a dit. Financement agricole, extrêmement important. Et après, le foncier. Si nous n'avons pas ces 3 grands chapeaux, on ne peut rien faire dans l'agriculture. Je vous assure. Parce que le facteur de production, c'est le portail d'entrée du secteur agricole. Et après, il faut avoir de l'argent. Il faut faciliter la tâche aux petits producteurs d'avoir l'argent et aller produire, et aller transformer et mettre sur le marché. Ensuite, le premier outil de producteur, c'est la terre. Donc, ça veut dire que si on va faire un classement, si le producteur n'a pas la terre, ne pourra même pas, si vous lui donnez les facteurs de production, il va faire comment? Ensuite, s'il a les facteurs de production, il faut qu'on l'accompagne sur la serre, donc le financement. Donc, ça a résumé tout. Et l'État a dit, lorsqu'on a tout ça là, on fait comment? Lorsque les produits sont là, l'État a dit que prioritairement, c'est nos produits locaux. Il faut donner la chance d'abord à nos produits locaux. C'est-à-dire, par exemple, chez vous ici, au niveau donc de votre maison, on peut de plus en plus vous dire, bon, il faut aller au petit déjeuner avec les produits locaux, le déjeuner, le produit locaux, etc. Et dans les institutions donc, de la République, ce serait pareil. Donc, le marché, déjà, nous-mêmes, nous constituons une potentialité pour notre pour le marché. Ensuite, lorsque ces produits sont transformés, nous devons faire des exportations. Et l'État a dit, je vais prélever, donc, je vais faire des prélèvements sur ces produits pour pouvoir retraiter cela aux organisateurs, aux organisations, aux producteurs, donc les organisations donc producteurs agricoles. Et pour les financer
Et pour que, c'est là le troisième pilier. C'est-à-dire que lorsque nous prenons, au jour d'aujourd'hui, nous avons 3 grands programmes. Sinon 4. Il y a le programme agriculture, le programme élevage, le programme pisciculture et aquaculture et le programme soutien et financement du secteur. Or, aujourd'hui, la loi a encore innové pour amener un autre programme, c'est-à-dire le programme sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on s'occupe de la qualité de notre repas, de ce que nous mangeons. Donc, la loi a encore fait des innovations dans ce sens. Et il faut accompagner. Pour accompagner toutes ces initiatives, toutes ces innovations, la loi a encore fixé les fondamentaux au niveau donc, des acteurs qui doivent gérer le secteur agricole. Et la loi a reconnu que le dialogue est horizontal au niveau donc, du secteur agricole, à travers la catégorisation donc, des acteurs. Et chaque acteur a son rôle et ses responsabilités. Le cadre institutionnel du secteur agricole est reconnu dans la loi. Et la loi met l'accent pour dire que chaque catégorie d'acteurs là, on va cesser de dire demain que c'est le président Talon qui n'a rien fait. C'est faux. En quoi toi-même tu n'as pas évolué dans ton cahier de charge? C'est là le pilier, la gouvernance. Et la loi a reconnu que la société civile doit veiller pour que la gouvernance soit une réalité, soit renforcée dans le secteur agricole. Et appuyer, donner un appui conseil aux organisations, aux petits producteurs pour les accompagner et pour que les leviers fondamentaux à leur niveau soient donc développés et puissent évoluer et produire donc des transformations positives au niveau donc de nos petits producteurs qui sont du reste des bénéficiaires de cet outil fondamental. D'accord. Alors, monsieur Toto, il n'y a pas si longtemps, le Bénin a procédé au recensement national agricole, au RNA, qui permet aujourd'hui de cartographier un peu l'univers agricole dans notre pays, d'avoir un cadastre national. Et il y a cette loi qui vient juste après, on va dire que c'est la suite logique. Non, tous les instruments sont utiles. Et le recensement national agricole, ça permet de faire la photo instantanée du secteur agricole. Ça permet de nous rendre compte de quelle superficie est réellement disponible. Je pense que nous sommes autour de 6 millions et quelques hectares et nous utilisons, je pense, environ 44% de cette terre, dont nous avons quand même des réserves de terre qu'on peut encore valoriser pour avancer. Et cet outil également permet de savoir il y a combien de ménages agricoles, combien sont exercent l'agriculture comme métier est primordial. Ça permet également de savoir nous avons combien de têtes de bétail aujourd'hui, comment. C'est ces informations que le RNA apporte. Et ça nous permet alors de mettre sûrement en place un observatoire de suivi de la dynamique de ces exploitations pour voir un peu, après quelques années, comment ces données-là ont bougé. Et quand vous regardez ça, ça vous permet de faire des analyses pour voir comment est-ce que vous projetez à nouveau dans le futur. Mais la loi, c'est un peu comme si nous disons ensemble, nous allons construire, et par exemple, les locaux de l'ORTB, on veut un immeuble de 10 étages. Et le directeur actuel peut dire, bon, d'accord, moi je vais faire la fondation, et il commence. Si à un moment donné, il part à la retraite, et un autre directeur arrive, lui peut dire, bon, je vais faire au moins le premier niveau, le deuxième niveau. Et s'il s'arrête et qu'un autre arrive, vous en connaissez tous là où on est en train d'aller. C'est un peu ça, ce que la loi fait. La loi pose les balises pour que si un gouvernement arrive, il connaît ce qui est à faire, il avance à l'intérieur. Et si à un moment donné, bon, il s'arrête, si un autre vient, c'est au moins là où l'autre s'est arrêté et il doit pouvoir continuer. Alors, j'ai bien envie de vous poser une question. Oui. Avant cette loi, est-ce à dire qu'on naviguait à vue? Est-ce à dire que chacun orientait la politique agricole selon son bon vouloir? Il n'y avait pas d'arsenal juridique avant cette loi?
Je t'avais donné un exemple au début. J'ai dit, dans ce pays, on a par exemple entendu parler de CADER, après on a entendu parler de SECPA, après on a entendu parler de CADER encore à nouveau, et c'est maintenant qu'on est en train de parler des pôles et autres. Quand on prend juste ces changements au niveau des structures, qu'est-ce qui nous avait passé des CADER au SECPA? Qu'est-ce qui nous a fait ramener du SECPA encore au CADER? Qu'est-ce qui nous amène? Je ne sais pas si tu vois un peu. Bien sûr. Or, c'est un secteur sur lequel repose notre économie. L'agriculture, au Bénin, c'est le secteur qui est le pourvoyeur d'emploi. C'est le secteur qui permet aux Béninois de manger 3 fois par jour. C'est le secteur qui nous permet d'avoir des devises. Parce que quand on vend notre production à l'extérieur, qu'on gagne aussi des devises. Donc, c'est un secteur dans lequel on ne doit pas s'amuser. Donc, faire changer les structures au niveau du secteur, ça ne garantit pas la durabilité dans ce qui se fait. Donc, quand vous avez une loi, au moins on sait d'où on est parti et on sait là où on s'est arrêté. Si on doit continuer, on sait aussi comment il faut évoluer. Aujourd'hui, est-ce qu'avec ce nouvel appareillage juridique, les ATDA sont sanctuarisés désormais? Dans cette loi, les ATDA sont bien connus parce que la loi maintient la territorialisation de notre développement et cet exercice permet au pays de se dire si on sait que telle zone a de fortes potentialités par rapport à une production donnée, on maximise les efforts à ce niveau pour permettre à cette localité-là de s'exprimer convenablement par rapport à cette spéculation. Quand tu prends par exemple le sud ici, la TDA 7, on a dit attention, on sait que l'ananas a de fortes potentialités pour s'exprimer. Donc on confie à ce pôle-là la production de l'ananas. Donc le pôle doit travailler en sorte que l'ananas soit mieux commercialisé, mieux valorisé. Et ça a bien commencé puisque au moins notre pain de sucre aujourd'hui est devenu une indication géographique. Absolument. Donc il y a du travail. Voilà, c'est labellisé. C'est devenu une indication géographique. Il y a du travail qui se fait, mais il ne faut pas que d'ici à là, qu'on laisse tomber tout ça encore et revenir en arrière. C'est mieux de mettre des balises pour s'assurer qu'on doit continuer dans cette lancée-là. D'accord. Alors, monsieur Pedro, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que ce n'est que maintenant qu'on a pu voter cette loi? Pourquoi pas avant et pourquoi maintenant? Tout est lié à la volonté politique de nos différents chefs d'État que nous avons conduits. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, on peut dire, lorsque vous prenez les différentes lois, enfin, les différents pays qui ont cet outil, cet instrument, bon, on n'attend pas une dizaine, hein, sur tout l'ensemble donc des pays. Et lorsque vous prenez les autres lois des autres pays, vous allez voir que chez nous, on a innové. Et je suis sûr que les gens vont venir à notre école ici. Et c'est là que je dis qu'il faut remercier le chef de l'État. Qu'on le veuille ou non, c'est lui qui a dit, attention, tous les fondamentaux, enfin, tous les résultats que nous avons aujourd'hui, il faut les capitaliser. Et pour les capitaliser, il faut un instrument pour que ce qui est les bonnes pratiques, on les capitalise et il faut des instruments pour que des gens, bon, jaloux, bien quoi, je ne sais pas, qui seront animés, donc peut-être des mauvais esprits, viennent détruire ces fondamentaux. Et donc c'est là que nous sommes en train donc, de féliciter donc, le chef de l'État. Alors l'autre chose, c'est par rapport à ce que vous avez posé, la question que mon cher ami, M. Toto, a très bien répondu. Mais il n'était pas dans le vide. Nous accompagnons. Et la société civile était là pour crier chaque fois, pour dire, ah, attention, ça là, c'est bon. Il faut qu'on laisse ça là. Il faut qu'on capitalise ça. La preuve, le cadre institutionnel du secteur agricole existait depuis 13 octobre 2011. Qu'on a pris le décret pour ça. Et lorsque le président est venu, il dit, ah, ça là, c'est bon. Je dois capitaliser ça. Et le président a encore renforcé ça par un décret qui a été signé le 21 juillet de 2021. Alors, donc, par rapport à ça, il y a 3 semaines seulement que les membres du CNOS, du Conseil national d'orientation et de suivi du secteur agricole, ont été installés.
Et après, on a installé également le conseil d'administration de ce cadre. Alors, et 2 semaines, 3 semaines après, il a voté la loi. Il a fait voter la loi. Et c'est là qu'on félicite également les députés. Au fait, la loi est là pour cadrer, pour que ce qui est bon soit durable. Et lorsque vous prenez la loi dans sa... Ils ont réfléchi, on a réfléchi à tous les aspects. Cette loi n'a pas été écrite dans une catimini. Non, non, du tout pas. Ils nous ont associés. On nous a impliqués. Nous avons dit, ah, attention, ça là, il faut mettre ça dans la loi. Nous avons fait plusieurs forats avec toutes les catégories d'acteurs et on s'est compris. Lorsque vous prenez la loi, par exemple, tous les aspects agroécologiques et biologiques sont dedans. Et nous savons qu'aujourd'hui, nous ne devons plus aller enfoncer dans tout droit pour dire que, bon, nous allons toujours faire les productions conventionnelles. Non! La loi dit, à côté de ça, il faut réfléchir si nous devons être durables. C'est l'agriculture écologique et biologique. Donc, tous ces aspects sont dedans. Et vous voyez notre coton. Aujourd'hui, nous avons réfléchi au niveau du secteur agricole pour dire, nous allons continuer sur le coton conventionnel, mais nous ne devons pas oublier que nous devons sauvegarder notre nature, nos sols. C'est là le projet TASCO. Et le chef d'État a accompagné ce projet. Nous sommes à la 2e génération de ce projet. Donc, coton qui doit tenir compte des aspects agroécologiques. Le coton bio. Le coton bio. Donc, tout ça là, ça a été capitalisé dans la loi. D'accord. Voilà. Alors, selon cette loi, toujours, les infrastructures agricoles réalisées par l'État peuvent être concédées aux collectivités territoriales. Oui. Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une très bonne idée. Vous savez, l'État ne peut pas être commerçant. L'État ne peut pas tout faire. Et c'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, la loi au niveau du secteur agricole, c'est que nous, on a commencé par se réveiller très tôt et commencer par réfléchir. Donc, on a défini d'abord les catégories d'acteurs du secteur agricole. Et dans ces catégories d'acteurs, il y a les collectivités locales, il y a les producteurs en premier lieu. Et les collectivités locales, il y a les chambres de commerce et il y a le patronat, c'est-à-dire le secteur privé marchand. Et il y a la passive, la société civile, l'État et les PTF. Et lorsque on construit des choses au niveau à la base, ne me demandez pas que c'est l'État qui va gérer les magasins qu'on a construits pour les petits producteurs. Donc, il faut mettre en place un outil de gouvernance, de gestion, pour que ces producteurs à la base puissent, avec les autres catégories d'acteurs, puissent accompagner l'œuvre installée par l'État. Les retenues d'eau, les aménagements, l'État ne peut pas venir à la base pour le faire. Mais ce serait sous l'œil vigilant de la collectivité locale, de cette zone-là, pour que la collectivité locale puisse accompagner le développement donc, de ces infrastructures, l'entretien de cette voie, et percevoir donc des taxes. Puisque si les producteurs stockent bien leurs produits, ils vont vendre ça sur un bon marché, et l'État va, la collectivité locale va percevoir donc des taxes, et pouvoir développer la localité. Tout ça a été défini dans la loi. Alors, Monsieur Toto, on sait que le financement agricole est toujours problématique quand même dans notre pays. C'est vrai, aujourd'hui, il y a le FNDA, le Fonds national de développement agricole, 100 milliards donc mis à la disposition des producteurs, avec un fonds, bien sûr, de bonification disponible. Mais on sait aussi que les banques sont très frileuses à l'idée d'accorder du crédit aux producteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi clairement astreint les institutions financières, astreint donc justement les institutions financières donc, au fin de pouvoir accorder facilement et plus librement des crédits à qui veut investir dans l'agriculture? Non, je pense que la loi ne peut pas imposer quelque chose aux institutions financières. La loi ne peut pas leur demander de financer les producteurs sans faire qu'on appelle non. La loi a demandé au gouvernement de
travailler, voilà, de faciliter pour que les producteurs, les productrices, les organisations de producteurs puissent avoir le financement. Les acteurs du secteur agricole, en gros, puissent avoir accès au financement agricole. Maintenant, il revient au gouvernement de voir par quel instrument on opérationnalise cette volonté qui est dans la loi. Et ce qui se fait actuellement, c'est le FNDA qui, en principe, doit pouvoir faire en sorte que l'ensemble des les différents acteurs du secteur agricole puissent avoir l'accès au financement. Et le bout de chemin est en cours et on continue par réfléchir sur comment véritablement impacter les petits producteurs. C'est une préoccupation. C'est plus facile d'impacter les grandes entreprises et les grands producteurs parce que la question des garanties c'est rapidement réglée. Mais pour les petits producteurs qui sont par contre les majoritaires, les plus nombreux, et il faut pouvoir trouver vraiment des mécanismes assez adaptés et pour pouvoir rendre disponible le crédit à leur niveau. Et on parle de faciliter aussi, avoir une fiscalité particulière aux entreprises agricoles et agroalimentaires aux besoins. Est-ce que cela voudra dire, si on doit faire du français terre à terre, il faut regarder dedans, comme on le dit? Ça, c'est exactement ce que tu es en train de dire. Il faut regarder dedans. D'abord, le gouvernement n'a pas attendu la loi pour dire, si vous faites des importations, par exemple, d'équipements pour faire de la transformation et autres, on va exonérer. Quand vous commandez des tracteurs, des outils pour produire, on va exonérer, on ne va pas vous taxer. Donc, le gouvernement a pris ces mesures. Le gouvernement n'a pas attendu que la loi soit là avant de prendre ces mesures-là. Le gouvernement permet d'avoir des tracteurs à moitié prix. Et ça, on ne l'a pas fouetté avant qu'il ne le fasse. Le gouvernement a tout fait pour que nous puissions avoir les engrais à un prix raisonnable. On ne l'a pas fouetté avant qu'il ne le fasse. Il faut dire que dans tous les pays au monde, on doit forcément financer le secteur agricole. C'est indispensable. D'accord. Mais que dire alors? Parce que j'y reviens. Que dire quand même de ces banques qui octroient des crédits à des taux prohibitifs au profit des producteurs agricoles? C'est quasiment suicidaire pour ces producteurs. Bien sûr. Vous voyez, c'est pour régler ça que le gouvernement a mis en place l'instrument FNDA, Fonds national de développement agricole. Bon, si on va regarder un peu dans le rétroviseur, disons les premiers DG qui ont géré ces fonds-là ne veulent pas accompagner, ne voulaient pas accompagner donc le FNDA. Mais vous voyez celui qui est là, il a démarré, il n'a pas le choix. Parce qu'il est dans le viseur donc du chef de l'État. Et nous, on a fait un contrôle citoyen. Ça, je vous le dis, on a fait un contrôle citoyen sur les fonds. Comment les fonds sont utilisés, comment le mécanisme qu'on a écrit ensemble est en train donc de se développer sur le terrain. Mais on a fait un constat amer. Les petits producteurs ont un accès difficile à ce fonds. Et nous avons signifié, on a écrit pour dire non, il faut corriger ça. Et rapidement, ils sont allés déjà à la retraite pour corriger ça. Et je crois que dans les jours à venir, il y aura plus de flexibilité par rapport à l'entrée donc des petits producteurs pour l'accès à ces fonds-là. Alors, qui sont ceux-là qui ont porté l'initiative de cette loi, cette loi qui vient d'être votée? Là, il faut me poser une très belle question. Ça dit qu'il faut remercier d'abord la PNOPA, la plateforme dont le secrétaire permanent est là. Parce que nous avons commencé cette affaire, la PNOPA et la PACIF ont commencé cette affaire très tôt, depuis 15 octobre 2009, où nous avons adopté, disons, le cadre dans lequel nous allons conduire notre agriculture. Et à partir de ce moment-là, chaque jour, pour ne pas dire il nous faut une loi agricole. Parce que le problème, c'est quoi? Les producteurs n'ont pas un statut, c'est-à-dire ils ne savent pas, de jour au lendemain, tu seras fatigué. Et donc, il faut accompagner ces petits producteurs. Et c'est à cause de ça. Or, Dieu même sait que c'est les petits producteurs qui nous nourrissent. Et la bataille a commencé depuis 2009. Nous avons connu des gouvernements qui ne nous ont pas écoutés. Mais tout de suite, lorsque ce gouvernement est arrivé, il dit, mais vous parlez de quoi?
Bon, asseyons-nous pour placer donc les fondamentaux d'abord. D'où les réformes, puisqu'on ne peut pas tomber du coup dans la loi comme ça. Ils ont fait l'état des lieux. On a capitalisé les bonnes pratiques dans ce qui existait. On a donné des nouvelles orientations. C'est ça, notre PSDSA, le plan stratégique de développement agricole, à l'horizon 2025. Et le gouvernement a dit, avant la fin de cette stratégie-là, je vais vous donner l'outil fondamental, qui est la loi d'orientation agricole. Ce qui vient d'être fait. Ce qui vient d'être fait. Maintenant, nous allons aussi, on ne peut pas dormir sur nos lauriers. Il reste les tests d'accompagnement, c'est-à-dire les décrets d'application. C'est dans ça, parce que la loi n'est pas une fin en soi. Mais la mise en œuvre de cette loi, c'est ça qui va faire bouger les lignes. Et là, nous allons veiller à ce que ce qui a été écrit, les décrets d'application, ça rime avec la loi et les arrêtés, les autotests d'application. Donc, pour me résumer, c'est-à-dire que la bataille, il faut rendre à César, à ce qui est à César, c'est la PNUPA. Et la PACI va accompagner la PNUPA également. Et l'autre, il faut remercier le ministre de Souris. Parce que lui, au moins, il a écouté les plaintes, hein, les gémissements des petits producteurs. Et il a fait la fiche à son patron, qui est le président Talon, qui est du reste, qu'on le veuille ou pas, il écoute le secteur. Il n'a plus, c'est-à-dire qu'il ne doit que écouter le secteur agricole. Parce que le secteur agricole est le poumon de notre économie. Moi, je le dis et je le dis partout. Parce que nous n'avons pas de richesse de sous-sol. Il a dit la dernière fois. Nous avons des intentions. Donc, aujourd'hui, ce qui nous donne de l'argent, en premier lieu, c'est l'agriculture. Et deuxième lieu, c'est le service à travers nos ports, tout ce qui contient le service. La fiscalité. Et troisième niveau, notre vaudou, la culture. Donc notre culture nous donne le tourisme. Et donc, si nous devons faire des transformations, quitte, si vous descendez à notre aéroport, vous parcourez tout depuis l'aéroport jusqu'à aller à Godomé, vous allez croire que vous êtes en France. Ou bien vous êtes dans les pays développés. Oh, c'est le Bénin. Donc, tout ça là, c'est l'agriculture qui a fait que le président Talon a eu de l'argent pour faire cette transformation positive que nous voyons de visu. Très bien. Alors, il y a également que la loi recadre aussi ou encadre, allez-je dire, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle prévoit donc des dispositions pour renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Bénin. On parle de la mise en œuvre des mécanismes d'approvisionnement en aliments locaux, le renforcement d'une économie locale et durable, l'augmentation de façon durable des disponibilités alimentaires, le renforcement de la capacité de prévention, l'amélioration de l'état nutritionnel des populations et garantir à terme la souveraineté alimentaire. Tout ça, c'est bien beau, tout ça. Oui, la loi prévoit effectivement cette disposition. Et quand vous êtes un pays et vous n'êtes pas souverain sur le plan alimentaire, c'est un problème. Mais avant d'atteindre la souveraineté, il faut déjà avoir la sécurité alimentaire. Donc, il faut s'assurer que vous avez suffisamment produit. Vous avez produit pour pouvoir permettre à votre population de pouvoir se nourrir au moins 3 fois par jour. Et ce n'est qu'après ça que vous pouvez penser maintenant aux excédents et autres. Mais une chose de produit, est-ce que quand c'est produit, est-ce que c'est disponible? Ça également, il faut y travailler. Maintenant, quand c'est disponible, est-ce que c'est de qualité? C'est toutes ces questions qui sont traitées au niveau de la loi. Pour faire en sorte que quand les produits sont rendus disponibles, ce soit effectivement de qualité et que ces produits n'intoxiquent pas aussi la population. Donc quand on dit il faut tout faire pour que les produits locaux soient prioritairement achetés au niveau de nos institutions, par exemple au niveau de nos camps, au niveau de nos universités, au niveau des hôpitaux, au niveau des cantines scolaires, quand on souhaite que ce soit les produits locaux qui soient achetés à ces différents niveaux, mais en retour, il faut travailler pour que ces produits-là soient de qualité, ces produits-là respectent les questions de normes et autres. Et la loi prévoit également comment accompagner tout ce dispositif pour que vraiment les produits locaux soient des produits de qualité. Mais nous faisons déjà beaucoup d'efforts. Et vous devez savoir qu'aujourd'hui maintenant, si vous devez préparer du riz à la maison,
on ne met plus le riz dans un plateau et commencer par trier, ce qu'on faisait tous avant. Mais aujourd'hui, vous n'allez plus mettre le riz et commencer par trier comme on faisait avant. C'est-à-dire que notre riz, quand même, n'a plus rien à envier à un riz qui vient d'ailleurs. Alors, vous êtes le secrétaire permanent, je l'ai rappelé à l'entame, de la plateforme des organisations paysannes. C'est forcément un homme fier, et je vais dire un homme heureux que vous êtes ici ce matin sur ce plateau pour parler de cette loi sur l'orientation agricole. Parce que sans doute, vous y avez participé. Oui, et non, il faut dire que, comme l'a dit mon ami Pedro, la plateforme nationale des organisations paysannes et de propriétaires agricoles du Bénin et tous ses membres ont pris l'initiative de cette loi et ont travaillé à l'élaboration de ce que nous appelons le mémorandum paysan. Donc le document qui exprime ce que les producteurs pensent de cette loi-là. Et quand le travail a été fait, ce mémorandum a été transmis officiellement au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est à partir de ce moment-là que l'ensemble des acteurs du secteur agricole ont commencé par travailler sur l'élaboration de la loi. Donc ce n'est pas un travail qui a été fait par une seule entité, c'est le fruit du travail de tout le monde. Parce que le gouvernement s'y est mis, quand on a commencé, j'ai bien dit, nous on a eu l'initiative, on a élaboré le mémorandum paysan, mais après on a transmis au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, et tout le monde a commencé par travailler ensemble pour qu'on puisse avoir le document. Une fois le document élaboré, on s'est rapproché également de l'Assemblée pour faire un peu de suivi. On s'est rapproché du chef de l'État aussi. Et on lui a dit, nous avons travaillé, et nous avons ce document, et nous souhaitons quand même que ce document puisse baliser un peu tout ce qui se fait au niveau du secteur agricole. Voilà, nous servir de repère. Il n'a pas trouvé d'objection et ça fait que le processus a continué jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on puisse quand même avoir ce document qui est quand même fondamental pour le secteur agricole. Monsieur Agnès Pedro, vous avez envie d'ajouter quelque chose? Oui, le document a été élaboré. Vous savez, au niveau du secteur agricole, on a une habitude, ou du moins des bonnes pratiques, depuis 2011. Depuis 2011, il y a environ 13 ans, 12 ans. Et donc, lorsque on veut faire quelque chose là, s'il manque une seule catégorie d'acteurs, on ne continue plus. On implique l'implication dans sa forme réelle au niveau de toutes les catégories d'acteurs. Depuis l'identification de la stratégie, tout le monde est là. L'élaboration de la stratégie, tout le monde est là. Au niveau de la mise en œuvre, on définit le rôle et la responsabilité de chaque catégorie d'acteurs. Et suivi évaluation, tout le monde est encore là. Donc, de ce point de vue, c'est tel qu'il a dit, la PNOPA a eu l'initiative et a fait accompagner, a fait les premiers travaux. Mais ce qu'il disait, même pour le mémorandum, nous on était là, hein, la Chambre était là, mais c'est eux le porteur. C'est la PNOPA qui portait ça. Et c'est la PNOPA qui a eu l'initiative. Parce que si on dit PNOPA, c'est les petits producteurs. Mais il faut rendre à César ce qui est à César, c'est que celui qui est le porteur réfléchit beaucoup plus en avance, anticipe, plus que ceux qui sont impliqués. Mais chacun de nous devait être évalué tel qu'on a écrit le code foncier domanial qui a été adopté dans sa première version en 2013, août 2013. C'est exactement le même processus que nous avons conduit pour écrire cette loi. Voilà ce qu'on peut dire donc de cette loi numéro 2022-14 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Si cette loi a été votée, il y a d'autres étapes quand même à franchir, bien évidemment les décrets d'application, le contrôle de conditionnalité, la promulgation, absolument, et puis les décrets d'application. Absolument. Donc vous allez faire le marquage à la culotte? Non, on demande l'indulgence. D'abord, le chef de l'État sait que c'est un bon instrument de développement pour lui. Ça va lui faciliter donc beaucoup de choses et accélérer ses réformes. Donc, nous lui demandons pour dire que ce qu'il a demandé est prêt.
donc de mettre ça en priorité. On demande son indulgence de mettre ça en priorité pour que les décrets d'application, d'abord que ça soit vite promulgué, et ensuite que nous ayons les décrets d'application accompagnés donc des arrêtés et autres, pour que notre pays soit toujours révélé. Je vais vous dire quelque chose au niveau donc des autres tests qu'on exploitait avant. Au niveau de l'Afrique, le Bénin était premier au niveau du dialogue politique du secteur agricole. Les autres pays, puisque moi je suis partout au niveau de l'Afrique, et donc les autres pays n'avaient même pas l'arrêté. C'est tout récemment qu'ils ont eu l'arrêté. Mais nous, on fonctionnait déjà sur décret. Et que le secteur agricole est géré par la présidente de la République. C'est ça, en réalité. D'abord, première génération, par le président lui-même. Il dit, ça là, on ne peut pas faire sans moi. Et après, à cause de ses charges, il a délégué un peu ce pouvoir à ses conseillers spéciaux qui sont très rapprochés de lui. Et c'est ça, le décret. Et la CEDEAO a dit, mais comment vous avez fait pour arriver là? Les autres pays, c'est notre service d'un ministre, bien d'un directeur. Mais ici, c'est le décret présidentiel. Et moi, je vendais ça partout. Je leur ai défié au niveau d'une réunion, au niveau de l'Union africaine, liée au processus de Malabo, juin 2014. J'ai dit, mais dans votre pays, là, vous avez, avant de se rapprocher, avant de nous rattraper, nous, on serait déjà au niveau de la loi. Donc, aujourd'hui, c'est une réalité. Donc, il faut féliciter encore le ministre Dossoui et son chef. Très bien. Merci beaucoup donc à vous, M. Comelin Ernest Petro. Avant justement de boucler cette émission, on va parler à présent de cantine scolaire, si vous le permettez bien. Le Bénin qui a été donc reconnu champion en alimentation, dans l'alimentation scolaire. Le prix a été décerné du côté de Rome au Bénin. Et c'est la vice-présidente de la République, Mariam Chabit Alata Zime Yerima, mandatée par le chef de l'État, Patrice Talon lui-même, qui est allé chercher ce prix qui fait la fierté du Bénin. Elle était accompagnée de Osias Sounouvou, bien sûr notre rédacteur en chef adjoint par ici à la télévision nationale, qui nous fait le reportage que voici. C'est dans un difficile contexte d'accès mondial aux ressources céréalières et de rationnement de l'aide internationale que se tient le conseil d'administration du programme alimentaire mondial. Mais au seuil de cette réunion annuelle, un discours d'espoir vient du Bénin, porté par sa vice-présidente, reçue avec les honneurs. Tapis rouge, tête-à-tête avec Ulrich Seidenberger, président du conseil d'administration, le directeur exécutif du PAM et son adjointe. Mariam Talata, la vice-présidente du Bénin, est ici l'ambassadrice VIP d'une expérience unique de cantine scolaire, objet de toutes les attentions. Au Bénin, dans les milieux ruraux, avant l'avènement des cantines scolaires, de nombreux enfants, filles et garçons, parcouraient des kilomètres pour se rendre à l'école et ils restaient souvent le ventre vide jusqu'au retour chez eux pour un maigre déjeuner partagé à la hâte avant de reprendre une seconde fois le chemin de l'école, fatigués et épuisés. Dans cet état, ils ne pouvaient guère bien suivre les cours et finissaient par décrocher du fait de la pénibilité de leurs conditions d'apprentissage et des mauvais résultats générés. Les cantines scolaires sont donc nécessaires à la rétention des apprenants à l'école, l'amélioration des apprentissages et des performances scolaires, la qualité de l'hygiène, de la nutrition et de la santé des enfants, la valorisation et l'écoulement des produits locaux et enfin l'aide aux ménages défavorisés à travers les filets sociaux. Le Bénin, dont le président est désigné aujourd'hui champion de la coalition mondiale pour l'alimentation scolaire, promet donc de mieux faire. Appuyé par des témoignages filmés, ce discours soulève une symphonie d'admiration et de plaidoyer pour ériger les cantines scolaires béninoises en modèle. Le directeur exécutif du PAM y trouve la réponse à des enjeux importants. Investir dans l'alimentation scolaire, c'est investir dans le futur. Et c'est un investissement essentiel, quels que soient les aléas, les crises et tout ce que vous avez cité. Je dois vous ajouter que investir dans l'alimentation scolaire, c'est créer des opportunités pour que les familles se prennent en charge elles-mêmes. C'est créer des opportunités également pour le développement agricole, pour la production ouvrière. Et ça n'a pas de prix.
school meals are the critical foundation for that future. À efficacité éprouvée, le nouveau modèle béninois de cantine scolaire, d'inspiration présidentielle sur financement national, a ceci d'original qu'il s'opère avec l'expertise technique du PAM. 60 ans d'assistance mondiale aux précarisés, autour de 100 millions de vies sauvées, couronnées par le prix Nobel de la paix. Le Bénin est honoré pour son rôle d'avant-garde dans l'alimentation scolaire. Prochain défi, la rendre universelle afin qu'aucun enfant béninois ne déserte l'école faute de repas. Ici à Rome, honneur et soutien se multiplient autour du Bénin. Voilà donc le reportage que nous proposait donc à l'instant Osias Sounouvou. Mon cher Enes Petro, que pensez-vous justement de ce programme des cantines scolaires expérimenté une fois encore par le chef de l'État et qui fait école partout en Afrique? Non, on va d'abord dire félicitations au chef de l'État. Parce que le monde entier, c'est qui maintenant il est champion donc, dans cette affaire. Vous savez, celui qui détient ton ventre, t'as tout donné. Hein. Et la loi a déjà anticipé pour capitaliser cette bonne pratique donc, du chef de l'État. Je vous ai dit avant, on avait 4 piliers. Secteur agriculture, élevage, pêche et aquaculture, et soutien et gestion du secteur. Maintenant, le 5e pilier est venu, qui s'appelle sécurité alimentaire et nutritionnelle. Lorsque vous avez des problèmes de nutrition, un enfant malnutri est un danger pour le pays. C'est un problème donc, de santé publique, la nutrition. Et ce problème se posait avec acuité. Donc, si nos enfants ne sont pas bien nourris, mais ils seront là, ils ne vont pas... Ça veut dire que le problème donc, de ressources humaines va se poser plus tard. Et pour y arriver, le chef d'État a dit non, maintenant les enfants à l'école avec repas chauds de bonne qualité. De bonne qualité. Et c'est ça qu'il a fait. Et au début, les gens faisaient le oya pour dire non, ça ne va pas. Bon, il faut commencer à quelque part. Et ce quelque part, il a commencé par généraliser, mais de faire mise à l'échelle. Et aujourd'hui, Rome a consacré cela pour dire qu'il est champion. Donc, c'est comme ça que les choses se révèlent. Et donc, il reste à accompagner le chef de l'État pour que ces fondamentaux-là soient durables. D'accord. Voilà. Alors, monsieur Toto, vous, que pensez-vous justement de ce prix que vient de recevoir le Bénin, qui vient couronner quand même une expérience unique en Afrique qui révèle une fois certainement encore le Bénin? Non, le chef de l'État béninois vient d'être promu champion dans la sous-région. Donc le Bénin est encore... Non, pour l'Afrique. Pour l'Afrique, le Bénin vient d'être révélé à nouveau. Et je suis fier d'être béninois. Parce que quand vous sortez et on parle bien de votre pays, vous haussez la tête et vous êtes, dans votre fond intérieur, vous êtes content. Absolument. Et quand aujourd'hui vous recevez des amis qui viennent de l'extérieur, qui étaient venus peut-être il y a 10 ans, il y a 15 ans, et ils viennent. Déjà quand vous les prenez sur certains acteurs, ils commencent par dire, mais c'est quoi? On est toujours dans le pays? Oui, on est dans le pays. Donc ça veut dire que le chemin est perceptible. Et on n'a pas besoin d'expliquer avant qu'on ne constate ce qu'on est en train de voir. Donc, c'est une fierté pour nous de nous rendre compte quand même que, ah non, et nos enfants, nos frères qui vont à l'école ont la garantie de manger à l'école avant de revenir quand un pays commence par investir dans son éducation, nous n'allons pas voir le résultat tout de suite, hein, mais demain, vous allez voir les cadres qui vont sortir donc de ces écoles-là. Donc c'est quelque chose qui se fait dont on ne perçoit pas. Aujourd'hui, maintenant, on parle de, oui, on nourrit les enfants à l'école. Mais c'est parce qu'on veut avoir des cadres de très bonne qualité demain que cela est en train de se faire maintenant. Vraiment, c'est un truc de satisfaction pour nous. Et si nous, on sait encore que pour approvisionner ces cantines scolaires, nos produits iront dans cette cantine, vous voyez que je dois être encore doublement être fier
C'est ça, en fait. Et puis, on l'a d'ailleurs vu sur les images tout à l'heure, la première dame du Burundi, qui, on s'en souvient, était au Bénin. La voilà d'ailleurs sur les images, pour s'inspirer de l'expérience béninoise, pour pouvoir l'implémenter dans son pays. Alors, que pense la toile de notre sujet, bien évidemment? Que pensez-vous du programme des cantines scolaires au Bénin? C'est la question que nous avons adressée à nos amis internautes. Et puis, ils ont été sans nul doute nombreux à réagir justement à cette question que nous leur avons faite, cette préoccupation que nous leur avons adressée. L'ami Stanislas Sousa-Linkpon est avec nous donc pour relayer leurs différents avis. Bonjour Stan. Bonjour Rodrigue Herman Amengan, bonjour à chacun et à tous. Comment allez-vous? Très bien. Un plaisir de vous avoir par ici. Le plaisir partagé. Alors dites-nous, qu'est-ce qui se dit sur Internet au sujet de notre thématique? Alors, beaucoup de réactions. Nos amis internautes ont trouvé très avantageux ce programme des cantines scolaires. Pour eux, en dehors de son rôle de maintien des enfants à l'école, le programme des cantines scolaires joue aussi le rôle d'apprentissage, de formation au savoir-vivre ensemble. Ils disent également, nos amis internautes, qu'ils souhaitent cependant qu'on privilégie les produits locaux. Très bien, et c'est ce que nous allons voir à travers les différents avis que vous avez dûment répertoriés pour nous. Exactement, et la première réaction nous vient de notre ami Herman Akaba qui affirme le programme des cantines scolaires est une aide que l'État a apportée à l'école béninoise, surtout celle des milieux où les enfants se déscolarisent pour faute de moyens financiers. Il permet de maintenir les enfants à l'école. Chaque enfant a droit à un repas chaud en quantité et à temps. Ce programme a permis de récupérer les enfants déscolarisés. Les effectifs ont augmenté dans toutes les écoles des zones rurales, estime notre ami Akaba. Effectivement, c'est une belle initiative qui permet à plusieurs enfants de manger et de se concentrer sur les études, assure Sayad Sodjetin. Mais il faut que l'État pense aussi aux autres localités, surtout celles des communes du plateau, estime Sayad Sodjetin. Jérémy Kokou Kounoui l'interprète de deux manières ce programme. D'une part, ça vise à inculquer dès le bas âge l'esprit d'équipe aux enfants. D'autre part, comme tout le monde le voit déjà, c'est assez palpitant d'avoir au moins à goûter à quelque chose de qualité et en quantité suffisante, même avec 25 francs. Vraiment, moi, j'ai beaucoup aimé car ça donne d'ailleurs aux enfants un nouveau goût de l'école. Selon Bokor Roland Caliste, c'est une initiative très formidable prise par les gouvernements successifs de notre pays. Beaucoup d'adultes provenant des contrées reculées vous diront ce qu'est la famine. Certains amis très brillants ont dû quitter l'école. Pourquoi ne pas l'étendre au secondaire? S'interroge Bokor Roland Caliste avant d'exprimer cette inquiétude. Ma crainte est notre ignorance de la qualité des produits envoyés par les partenaires. Il peut s'agir des OGM ou des échantillons tests pour une étude communautaire. Il faut parfois se méfier des aides car rien n'est gratuit. De ce fait, j'encourage l'utilisation de la réserve agricole nationale à cette fin. Merci beaucoup à vous, Stanislas Sousa-Linkpon, pour tous ces avis que vous avez répertoriés pour nous. Je vous en prie. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain, toujours sur la matinale. Le service se poursuit pour vous demain. Demain avec Rachida Biomama pour jeudi éducation, éthique, bien sûr, et surtout vendredi culture et société, où les avis sont souvent bien nombreux. On le sait, les sujets société, c'est ce qui passionne le plus dans le monde. Merci Stan. Je vous en prie. Et à très vite. Oui. Monsieur Edes Komlan, vous avez pu voir les avis des internautes, c'est en droite ligne de tout ce que vous avez eu à dire. Bien sûr, je félicite mes compatriotes, les citoyens béninois éclairés, parce qu'aujourd'hui, nous avons une victoire et notre pays est honoré. Il nous revient d'accompagner le chef de l'État pour que ce champion qu'il est demeure en lui jusqu'à, disons au moins, pour ne pas dire jusqu'à l'éternité, pour notre pays. C'est-à-dire même si un autre chef d'État vient là, il n'a qu'à continuer sur cette lancée. L'autre chose, c'est un défi qui nous est lancé. Lorsque on vous nomme sur un chantier, c'est que c'est un défi. Le défi pour nous, c'est la mise à l'échelle et pour que ça soit dans toutes nos écoles sur le territoire béninois. Ensuite, et c'est ça qu'il a dit, l'achat
institutionnel, c'est-à-dire l'achat de nos produits locaux. Et je crois, je félicite les honorables députés qui ont très tôt compris et ils ont mis dans la loi qu'il faut prioriser les produits locaux. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous ne devons plus d'abord dire prioritairement de l'autre côté, mais c'est chez nous d'abord. C'est lorsqu'il n'existe pas du tout chez nous que nous allons acheter ailleurs en tenant compte donc de la qualité. Donc, pour finir, nous allons accompagner le chef de l'État pour que cet achat au niveau donc, des produits locaux, au niveau de cette initiative soit effectif et demeure pour toujours. Monsieur Toto? Non, je pense que ce titre de champion, c'est un challenge. Et quand votre enfant vient à la maison, dit qu'il est le premier, vous lui dites, ah, il ne faut plus descendre. C'est-à-dire qu'il faut maintenir cette position de premier. Et nous sommes tous dans la même barque. Tout le monde doit pouvoir accompagner le chef d'État pour que notre pays maintienne cette position durablement. Ça, il faut qu'on y travaille tous. C'est ça. Très bien. Allez, merci beaucoup à vous, messieurs. Je rappelle que nous avions évoqué donc deux sujets. La loi sur l'orientation agricole, donc adoptée le mardi 21 juin dernier par les parlementaires portant orientation loi 2022-14-14 portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin, votée à l'unanimité par les députés présents à l'Assemblée plénière, bien sûr. Et puis, on est revenu sur cette distinction reçue par le Bénin champion mondial de l'alimentation scolaire, distinction reçue par la vice-présidente de la République, Mariam Chabit Alata Zimé Yerima. Et puis on était en compagnie de Ernest Komlan Petro, il est agroéconomiste, expert en gouvernance économique et politique agricole, et bien sûr Kodjo Bernardin Toto, ingénieur agronome, secrétaire permanent de la plateforme des organisations paysannes. Messieurs, ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Le plaisir partagé, M. Mon. Et on espère vous retrouver très prochainement par ici pour continuer par évoquer des sujets liés au secteur agricole. Merci, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup, très bonne journée du mercredi. À vous, à bientôt. 5 sur 7 matin, encore 2 derniers rendez-vous dans cette randonnée informative. Les sports de Hugues Zinsouzoulon, derrière la revue de presse de Marcel Arrossi. À tout de suite.